Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 66, le grand bazar de la pratique. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. L'autre jour, en amont de la séance de questions-réponses mensuelle, Jérémy, l'un de mes élèves, me demandait de préciser quel lien il y avait entre les pratiques physiques, énergétiques, spirituelles, voire les pratiques sur les émotions. La question est parfaitement justifiée, car lorsqu'on débute la pratique, avec un grand P, on ne voit que des morceaux épars, disjoints. Du coup, on peut se demander ce qui se trouve à l'origine des différentes disciplines, si ces distinctions font toujours sens, voire aussi s'il ne faudrait pas se concentrer sur une seule d'entre elles pour obtenir le plus haut niveau possible, avant de passer peut-être à la suivante. Vous vous doutez bien que j'ai répondu à la question lors de la séance. Et ce matin, entre le porridge et la clémentine, quand je me demandais quel sujet j'allais aborder cette semaine, cette idée de cohésion de la pratique m'a brusquement sauté à la figure. Car oui, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Qu'on soit complètement extérieur à la pratique et qu'on s'interroge en regardant le large éventail, qu'on soit un débutant et qu'on se sente un peu perdu, ou qu'on soit un pratiquant confirmé et qu'on soit bien lancé sur des rails, tout le monde a besoin de comprendre l'imbrication des disciplines. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette visite du grand bazar. Il faut comprendre que ces 5 arts forment une base pour tout gérer dans notre vie. C'est assez simple. Si je suis très bon en divination, je vais savoir comment vont évoluer les situations et je pourrai me préparer en conséquence. Si je suis très bon en médecine, je vais comprendre et pouvoir régler non seulement tous mes problèmes, mais aussi je vais pouvoir comprendre les autres et donc savoir comment interagir avec eux. On parle ici de la médecine taoïste, pas de la médecine chinoise qui est malheureusement trop pauvre. De même, si on est au top dans l'étude des formes, on va mieux cerner les autres, qui ils sont, mais aussi comment s'organiser dans le monde matériel pour, par exemple, optimiser notre espace de vie ou de travail. Si on est au top en mandat céleste, on va savoir ce que l'on doit faire dans sa vie. Et de même, on saura ce que les autres doivent faire. On va donc mieux les comprendre et aussi comprendre leur mal-être quand ils ne sont pas sur leur voie. Et pour finir, si on est au top dans la pratique de l'humain, on a un corps fonctionnel, un esprit calme, ouvert, volontaire, empathique, clair, adaptatif. Et on maîtrise le chi, le sien et celui de l'univers. J'ai l'impression que les 5 arts n'ont pas tous la même puissance. Enfin, je sais pas, mais entre voir qui est quelqu'un d'autre grâce à l'étude des formes et être calme, posé, maîtriser le chi de l'univers grâce à la pratique de l'humain, moi, j'ai vite choisi où je mets mes XP. Je ne vais certainement pas te contredire. Ces 5 arts ont une organisation qui est liée à la vision cosmologique des taoïstes. Je rappelle, pour ceux qui débarquent dans ce podcast, que nous voyons l'univers comme divisé en 3. Une couche très matérielle, le monde du concret, appelé par analogie la Terre. Une couche immatérielle, le monde des idées, appelé par analogie le ciel, et une couche intermédiaire résultant de l'interaction entre le ciel et la terre, que l'on pourrait appeler le monde du vivant ou de l'humain. On pourrait s'amuser à ranger nos 5 arts sur ce triptyque. Divination et mandat céleste sont plutôt de l'ordre du ciel, médecine et étude des formes sont plutôt de l'ordre de la terre, pratique de l'humain est de l'ordre de la vie. Médecine, c'est de l'ordre de la Terre ? Ouais, bon, ok, j'espérais que ça allait passer. En fait, dans la médecine, il y a une médecine du monde, une du corps, une de l'esprit. Donc, une de l'humain pour une du monde. Et une à mi-chemin entre monde et humain. De même que le mandat céleste et la divination sont à cheval, à mi-chemin entre l'humain et le ciel. On a quand même l'impression qu'on s'intéresse plus à l'interaction avec le ciel et la Terre qu'à l'humain. En apparence uniquement, car la pratique de l'humain recouvre en réalité 6 disciplines. En plus, dans notre tradition, nous n'avons pas 5 arts, mais 6. Et le 6e est une boîte à outils. Le genre de boîte rouge vitrée avec un petit marteau à côté, briser la vitre en cas d'urgence. C'est pour le cas où tout le reste foire, ou pour le cas où on a besoin d'un coup de pouce, ou juste quand on veut tricher. Ce 6e art est de l'ordre de l'humain, donc de la vie. Et le 6e art est... Secret. Je n'en parle que dans l'école des 9 voies du naturel. Et pourquoi tu gardes ça secret ? Parce que c'est quelque chose qui doit arriver en complément des autres arts. Ça ne doit pas remplacer le travail sur soi qui reste le plus important, même si cette tentation est grande.
J'ai dit qu'on allait l'utiliser pour tricher. Est-ce que j'ai envie d'enseigner comment tricher à quelqu'un qui a refusé de faire un travail sur ses préjugés? On pourrait dire qu'on a 6 plus 1, soit 7 disciplines de l'humain contre 2 du ciel et 2 de la terre. Alors oui, on pourrait ergoter et décomposer certaines disciplines du ciel en plusieurs arts. Mais il ne faut pas confondre discipline de lettré et véritable discipline. Capacité, qualité. Ainsi, la divination est une capacité. On sait le faire ou pas. Le faire avec du marc de café, le vol des alouettes, le foie d'une génisse, une omoplate de bœuf ou des calculs ne compte pas comme 5 disciplines. On sait ou on ne sait pas. Le reste n'est que du détail, de la technique. Ça fait beaucoup de disciplines. Et elles n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Par quoi je commence? Oui, c'est vrai que vu comme ça, on dirait un gros bazar. Genre la foire à 1 € où tu trouves de tout. Du renne en plastique à mettre sur ta pelouse, au siège gonflable porte-gobelet inclus pour picoler dans ta piscine. Pour dénouer cette pelote, on va faire appel au modèle cosmologique. On a le ciel, la terre et l'humain au milieu. À ton avis, sur lequel, du ciel, de la terre ou de l'humain, on peut avoir un effet durable le plus rapidement? Je dirais l'humain, parce que c'est à notre portée. Tout à fait. Le ciel et la terre nous dépassent, chacun dans son style. Le domaine de l'humain, c'est notre domaine. Donc c'est de manière évidente celui où on aura le plus d'influence. Autre question. Entre le ciel, la terre et l'humain, quel domaine est le plus susceptible de partir en cacahuète? Je dirais l'humain encore. Correct. L'humain est le plus instable, le plus malléable, le plus sujet aux influences. Si je résume, on a une pratique qui compte pour 6, où on aura le plus d'impact, le plus rapidement, dans le domaine qui a le plus de chances d'être de traviole. Donc, à moins de ne pas vouloir accepter l'évidence, il est assez logique de commencer par elle. Mais pourtant, il y a plein de gens qui commencent par une autre pratique, comme par exemple la médecine chinoise. Oui, moi le premier. J'ai commencé par la médecine chinoise. C'était mon but. Et au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas vraiment fonctionner, sauf si on était un humain correct et qu'on comprenait réellement le chi. Pour ça, il n'y a pas tant de solutions. Il fallait que je m'attelle à fond à la pratique de l'humain. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années, en parallèle de l'étude de la médecine chinoise. Après, c'est normal de commencer par la médecine. On se dit qu'avec cet art, on va pouvoir se corriger les problèmes des autres. C'est quand même l'idée de base de cet art. Ça part d'une bonne intention, c'est cool. C'est quand même mieux de prendre en matière principale une discipline de soins plutôt que de prendre torture ou politique. L'ennui, c'est que ça ne fonctionne pas. Du moins, pas aussi bien qu'on voudrait. Ce n'est pas par incompétence, c'est juste la conséquence naturelle de nos problèmes. Ceci modifie, influence, déforme tout ce qu'on fait. Donc, tant qu'on ne les a pas résolus, ou du moins abaissés à un niveau raisonnable, ils vont se manifester au quotidien dans tout ce qu'on fait, y compris dans nos soins. Attention, je ne dis pas que la médecine chinoise ne fonctionne pas. Elle fonctionne très bien. Mais les résultats sont très en dessous de ce que l'on peut obtenir. C'est pareil si on commence par la divination. Déjà, je ne vois pas comment on peut faire sans avoir un esprit calme. Mais bon, supposons, imaginons. L'ensemble de nos préjugés, de nos croyances, notre mauvaise gestion émotionnelle, notre incompréhension des mécanismes de l'humain et du monde vont déformer, une fois de plus, tout ce que l'on va voir. Donc on effectue un rendu, une interprétation qui est basée sur notre esprit tordu. Question fiabilité, on peut s'interroger. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis juste que les résultats sont très inférieurs à ce qu'on peut obtenir. Mais il y a bien des voyants qui ne pratiquent pas les arts de l'humain. Oui, et en général, ils n'ont pas appris. Ils font ça de manière naturelle. Ils ont cette capacité sans l'avoir vraiment étudiée. Là, je parlais plutôt de ceux qui apprennent la divination au travers d'un cursus avec des exercices. Bon, ok, donc on doit commencer par la pratique de l'humain. Non, j'ai pas dit ça. Si tu es un humain correct, qui a une connexion avec le chi de l'univers, qui a un esprit stable, ouvert, adaptatif, clair, cohérent, volontaire, empathique, que tu tiens réellement sur tes jambes, que tu peux mobiliser tout ton corps derrière une action, que tu es en bonne santé, que tes émotions sont fluides et que tu as un truc en plus dont je ne parlerai pas ici, tu n'as pas besoin de commencer par la pratique de l'humain. Plutôt rare ce que tu décris là. Ce que je dis, c'est que si t'es pas dans ce cas-là, bah oui, c'est plutôt malin de commencer de travailler sur soi. C'est le plus malin car c'est là où on aura les plus grands résultats. Et ce, le plus rapidement. C'est juste une question d'efficacité. Enfin, ça résout pas le problème de savoir par quoi on commence. Tu as dit qu'il y avait 6 pratiques dans l'humain, 7 si on compte l'art secret. Oui, je sais. Et c'est là où l'on retombe sur la question de Jérémie que je te laisse lire. J'ai commencé le cursus sur les émotions et je me suis posé une question qui se résoudra peut-être plus tard dans ma pratique.
Je ne vois pas de lien entre les différents domaines. Corps, énergie, esprit, visualisation. Plus précisément, la qualité sentir est utile partout, mais l'ancrage n'a pas vraiment d'application dans le cursus des émotions, par exemple. Je vois bien comment le silence mental peut aider à améliorer l'exercice sur les émotions. En fait, je n'arrive pas à raccrocher les exercices liés au corps aux autres domaines d'enseignement. Peux-tu également m'éclairer là-dessus? Déjà, il a raison de se dire que la question va se résoudre plus tard dans la pratique. Normalement, ce genre de sujet est abordé quand l'élève se pointe auprès du prof avec une remarque du style «Ah, mais c'est dingue! En réalité, l'enracinement physique et le silence mental, c'est pareil!» Comme on est en Occident et qu'on explique tout, je ne vais pas attendre cette épiphanie et donc je vais détailler. Il faut déjà comprendre pourquoi on a créé des pratiques différentes. Ce n'est pas par envie de multiplier les cours, ce n'est pas pour occuper les élèves. Ça vient de l'expérience directe qu'on a avec le monde réel. Si je te dis, la pratique c'est simple, hein, c'est juste être capable de faire un avec l'univers quand tu veux, est-ce que ça t'avance? Pas du tout. Déjà, l'univers, c'est quoi? Faire un, c'est quoi? Et puis, c'est pas une méthode, c'est un résultat. Tu m'as habitué à mieux. Donc faut bien que j'aille un peu plus dans le détail. C'est l'idée du passage du 1 à la multitude. Et je vous renvoie une fois de plus au merveilleux épisode 26 intitulé Du chaos aux influenceurs. Prenons une analogie avec la cuisine. Imagine que nous sommes tous les deux dans la cuisine devant un tas d'oranges et que je te dise prépare-moi des orangettes. Bon, pour l'exemple, on va dire que tu n'en as jamais mangé et voire mieux, tu sais même pas ce que c'est. Que vas-tu faire? Je connais pas le plat et encore moins la recette. J'en ai jamais fait, donc je vais chercher sur internet. Tricheuse. Tu ne sais pas faire, donc oui, avec intelligence, tu vas chercher une méthode. Tu sais par expérience que sans méthode, tu n'arriveras à rien. Si maintenant je ne t'ai rien dit sur le but, et que je te demande de mettre une casserole d'eau sur le feu, puis d'attendre que l'eau arrive à ébullition, et que pendant ce temps, je te demande de peler les oranges, que vas-tu faire ou penser? Je vais faire ce que tu m'as dit, mais je vais aussi me demander ce que tu comptes faire avec les oranges. Je vois pas le but. Je peux juste l'imaginer. Et dans ce cas, tu te trompes, puisqu'on va préparer un mets fin et délicat, non pas avec les oranges, mais avec leur peau. Puis, au fur et à mesure des étapes, tu vas commencer à entrevoir de plus en plus le résultat final. Et ce n'est qu'en toute fin, quand le plat sera terminé et que tu le goûteras, que là, tu sauras réellement ce qu'on a préparé. Et bien c'est pareil avec la pratique. Traditionnellement, on te dit tais-toi, mets la casserole sur le feu. Et on ne t'explique rien du but. Moi, je fais un peu des deux. Je t'explique qu'on va préparer des orangettes. Traduire, on veut un humain un peu moins imparfait. Et pour ça, on va commencer par faire bouillir de l'eau. Traduire, on va aller faire un peu de Weigong. Oui, mais ça me dit pas pourquoi on fait bouillir de l'eau ou pourquoi on fait du Weigong. C'est quoi d'ailleurs le Weigong? Le Weigong, c'est du travail externe, autrement dit de la gym. Non, en effet, ça ne te dit pas pourquoi on le fait. Mais pour avoir un résultat final agréable en bouche, as-tu besoin de savoir que de faire blanchir plusieurs fois les peaux d'orange va diminuer leur amertume? Ou as-tu juste besoin de procéder à cette opération? J'ai juste besoin de le faire. Mais j'avoue que j'aime bien savoir quand même. Ok, je suis d'accord, c'est plus sympa. Mais entre connaître la raison d'une opération et l'effectuer, qu'est-ce qui est le plus important? L'effectuer, c'est évident, sinon pas d'orangette. C'est évident, mais on va souvent se complaire dans la fausse connaissance plutôt que de faire. C'est un bon moyen de ne pas être confronté à l'échec. Dans la pratique, on a donc deux extrêmes. Celui de vouloir tout expliquer et être dans la théorie, et celui d'être à fond dans le concret et de ne rien expliquer qui n'ait déjà été expérimenté. Dans le premier cas, ça va nous donner l'illusion de comprendre là où on veut arriver. Dans le second cas, ça nous donnera l'impression que l'on ne va nulle part. Ce serait pas mieux de faire un mix? Oui, c'est ce que je pense, et c'est ce que je fais. Maintenant, le degré d'explication nécessaire est très personnel. Et il faut être clair, il est toujours trop élevé par rapport aux besoins réels. Et surtout, toujours disproportionné par rapport à la pratique concrète. Bon, ceci étant dit, je vais quand même répondre sur le rapport entre les différentes pratiques de l'humain. C'était quand même à la base la question de Jérémy. Les 6 pratiques de l'humain sont regroupées en 3 couples de 2 disciplines. On a Weigong et Negong, Nedan et Shinida Winfa, Shengong et Shendan. Sans surprise aucune, ces 3 couples sont associés aux 3 trésors de l'humain, soit le corps, l'énergie et l'esprit. On a donc Weigong et Negong qui sont des pratiques corporelles, Nedan et Shinida Winfa qui sont des pratiques énergétiques, et Shengong, Shendan qui sont des pratiques spirituelles. Alors effectivement, on peut se demander où est le rapport entre ces pratiques, ou, dit autrement, comment l'une d'entre elles peut en influencer une autre. On peut répondre à cette question à plusieurs niveaux. Le premier est celui de l'interaction entre les trésors. Si les taoïstes séparent l'humain en 3 parties, ils ne sont pas débiles, hein. Ils savent pertinemment que cette séparation n'est que pédagogique. Ils savent parfaitement que nous ne sommes qu'un. Soit dit en passant, vous vous souvenez qu'on veut revenir vers le 1 et la simplicité.
Mais pourquoi séparer alors? Pour des raisons pédagogiques, je l'ai dit. Si je te dis que l'on va travailler l'esprit et que ton centre énergétique se manifeste, est-ce que tu dois y faire attention? Je dirais que oui, c'est une manifestation du travail, donc c'est important. Nine, nine, nine! C'est bien pour ça qu'on te précise que tu es censé faire un travail sur l'esprit et donc d'ignorer, pour l'instant du moins, dans le cadre du présent exercice, tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'esprit. T'imposer l'un des 3 trésors comme domaine de travail est une manière de cibler ton effort. C'est un garde-fou qui devrait t'empêcher d'être distraite par autre chose. Revenons sur les interactions. Je disais que, certes, on sépare l'humain en 3 domaines, 3 trésors, mais c'est juste une vue de l'esprit, une vue pédagogique. Sans l'un de ces 3 domaines, nous ne sommes plus un humain, mais juste un cadavre. On ne peut jamais réellement les séparer. Imagine que tu es en train de faire un exercice physique. Tu as une consigne à suivre, des sensations analysées pour être sûr de bien suivre le mouvement tel qu'il doit être fait. Tu as aussi, si le mouvement est bien fait, un mouvement énergétique en toi. Donc oui, bien sûr, quand on fait du Weigong, de la gym, on travaille l'esprit. Et oui, on travaille l'énergie. Oui, mais le but premier n'est pas là. Si mon esprit n'est pas calme, qu'il saute du coq à l'âne, que je n'ai pas écouté les consignes et les conseils, le résultat de mon Weigong sera Moyen? minable, oui. De même si je suis crevé, que je n'ai pas la pêche, pas d'énergie. Et c'est pareil pour chacun des domaines. Quand je travaille sur l'énergie, si mon corps est tendu, crispé, blessé, avachi, ou si mon esprit, soit une fois de plus du coq à l'âne en permanence, ou que je suis à fond dans mon imagination, ça va être beaucoup plus dur. Nos limitations dans un domaine vont impacter les résultats dans les autres. Donc ça veut dire que si tu veux faire de l'énergétique, il faut aussi travailler sur ton esprit et ton corps. Eh oui, malheureusement, les gens n'aiment pas le faire. Tu as ceux qui se croient spirituels, mais qui ne veulent pas regarder leur rapport au corps ou à leurs émotions. Ceux qui ont des sensations énergétiques ou qui sont doués dans leur corps et qui ne veulent pas voir la fange dans leur esprit. On préfère tous les pratiques dans lesquelles on se croit bon à celles qui nous montrent qu'on est plus petit que ce qu'on imagine. C'est normal, je ne jette pas la pierre. On préfère certaines pratiques parce qu'on a des résultats, qu'on se voit progresser. C'est pas ce qu'il faut faire? Si, mais pas que. Si je ne me concentre que sur mes points forts, à un moment donné, mes points faibles vont m'empêcher de progresser. Je vais soudainement être bloqué au pied d'une marche d'escalier qui me paraîtra mais haute comme une falaise. Je dois donc non seulement travailler mes points forts, mais aussi mes points faibles. C'est juste évident quand on y pense. J'ai beau être le meilleur athlète du monde dans ma discipline, ou un grand scientifique, ou un super artiste. Si je suis bourré de préjugés, je n'en serai pas moins un humain médiocre. Enfin, c'est le point de vue des taoïstes, libre à vous d'avoir votre propre vision de ce que devrait être un humain correct. Bon, là j'ai expliqué comment les pratiques pouvaient s'influencer négativement. J'ai commencé par là car c'est le plus simple puisque vous avez des exemples concrets dans votre vie. Maintenant, il y a aussi une spirale ascendante où chaque pratique entraîne les autres vers le mieux. Après, si tu ne fais pas toutes les pratiques, tu n'avanceras pas beaucoup. Voici maintenant la synergie des pratiques. Après le bâton, la carotte. Exactement. Alors, je ne vous cache pas que ce qui suit est très compliqué à expliquer. Du moins à expliquer pour que vous le compreniez. En effet, tout est une question d'expérience. De même que c'est impossible de décrire le goût d'une fraise des bois à quelqu'un, c'est impossible d'expliquer clairement que des qualités physiques vont par exemple s'appliquer à l'esprit. Je vais néanmoins essayer, et pour cela, je vais prendre un domaine qui vous sera peut-être familier. Vous avez déjà fait un château de cartes? C'est sans doute passé de mode, mais c'est une activité que la plupart des gens ont déjà tenté au moins une fois. Et si ce n'est pas votre cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, que se passe-t-il quand vous faites un château de cartes? Vous devez poser votre carte de telle manière que la structure s'élève tout en faisant bien attention qu'à chaque nouvelle carte, votre œuvre ne s'écroule pas. Ah tiens, si vous n'avez jamais fait ça, vous avez peut-être déjà joué à Jenga. Dans ce jeu, c'est le contraire. On enlève juste au lieu d'ajouter, tout en espérant de la même façon que rien ne va s'effondrer. Regardez-vous dans cette activité. Regardez votre esprit. Est-ce que vous êtes en train de penser à autre chose? Je parie que non, ou alors je ne donne pas cher de votre château ou de votre tour de briquettes. Vous pouvez aussi faire l'expérience opposée et essayer de faire une multiplication complexe, pas 2 x 3, dans votre tête, tout en posant une carte ou en enlevant une briquette. Est-ce que vous avez réussi ou est-ce que tout s'est effondré? Pour enlever correctement la pièce choisie, vous ne devez pas penser. Attends, t'es en train de dire qu'on peut développer le silence mental avec Jenga? Oui, si tu comprends un truc, que le silence mental n'est pas dépendant de l'activité que tu es en train d'effectuer. Si tu n'associes cet état de silence qu'avec Jenga ou les cartes, alors tu peux jouer autant que tu veux
Ce que tu arrives à faire ne dépassera sans doute jamais le cadre de la table de jeu. Tu dois comprendre que les mécanismes sont partout les mêmes. Tu dois réaliser que si tu arrives à faire taire ton mental pendant une partie de Jenga, tu peux le faire taire à n'importe quel moment. En quoi ça serait différent quand tu es au volant de ta voiture ou en réunion marketing ? Mieux que ça encore. Est-ce que tu effectues un quelconque exercice ou un quelconque rituel avant de retirer une briquette ? Est-ce que tu brûles des bâtonnets d'encens ou de sauge ? Est-ce que tu passes une musique d'inspiration asiatique ou un chant de baleine ? Je suis en contrôle de ma vie et je crée mon propre bonheur. Ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de faire un exercice ni de procéder à des rituels pour être dans un état de silence mental. Mais alors, pourquoi tu fais faire des qigong? Disons que jouer à Jenga a un intérêt très limité. Au moins avec nos Waigong et nos Degong, on va viser plusieurs cibles en même temps, pas uniquement le silence mental. Les exercices ont été conçus pour développer plein d'aspects de nous en même temps. Question d'efficacité, une fois de plus. Je parle de vrai Qigong bien pensé, pas de nouveautés inventées pour être vendues aux élèves et les occuper. Et comment je peux reconnaître un qigong moderne? Disons que si chaque mouvement a un nom fleuri, genre le crapaud anémique ouvre ses ailes, il y a plus de risques qu'il soit moderne. Donc là, j'ai donné un exemple où progresser dans une discipline en impacte une autre. Ici, on est passé d'un Waigong, soit d'un travail externe, à un Shengong, soit un travail de l'esprit. L'exemple était assez simple, mais on retrouve ce procédé avec toutes les qualités physiques qui vont se transposer directement dans l'esprit ou dans l'alchimie interne. Juste une petite mise en garde. Être au courant, c'est bien. Mais ça ne sert à rien tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Encore une fois, c'est la différence entre être un lettré qui connaît et un pratiquant qui sait. Cette transposition d'une discipline à une autre n'est en soi pas surprenante, puisque la distinction entre les trésors est artificielle. Et ceux qui pensent le contraire peuvent essayer de me contredire après avoir bu quelques verres de tequila. Ils pourront toujours essayer de balbutier pour me convaincre que leur esprit n'est pas lié à leur corps. La difficulté réside dans notre envie de faire des correspondances de manière intellectuelle. S'il est évident que l'enracinement corporel va se transposer en silence mental, que va donner l'union des tendons ? Je ne vais pas répondre, ça n'a aucun intérêt. C'est juste quelque chose à découvrir par soi-même. Ce qui est important, c'est de comprendre que les disciplines de l'humain sont toutes liées entre elles, qu'elles s'influencent tant positivement que négativement, que ce que l'on trouve de positif dans une discipline est transposable, et de même que chaque problème que l'on a dans l'une d'entre elles est sans doute aussi présent dans les autres. Si je force comme une brute dans le physique, il y a de grandes chances que je force aussi bien dans mon Edan que dans mon Shengong. Cette interdépendance nous amène à la réponse à la grande question. Par quoi commencer entre corps, énergie et esprit ? La réponse étant par les trois en même temps, bien sûr. On veut profiter de cette synergie entre les pratiques. Après, vous faites comme vous voulez. Si je résume un peu tout ça, on a un certain nombre de disciplines qui s'occupent de la liaison entre l'homme et la terre, entre l'homme et le plus grand. On a aussi des disciplines centrées sur l'humain. Ces disciplines développent les qualités de chaque trésor. Ces qualités sont les mêmes. Comprendre une qualité pour l'un des trésors nous aide à la comprendre pour un autre. En prime, une qualité peut être mise en évidence dans un exercice lié à un autre trésor. Tout ça pour dire qu'il faut tout travailler. Car la pratique, c'est un tout. Oui, un tout qui va vers le 1. J'espère que cet épisode vous a plu et que si vous vous interrogez pour franchir le pas, vous êtes un peu plus éclairé. Pour être un peu plus éclairé encore et vous donner l'occasion d'expérimenter, j'organise 4 rendez-vous gratuits et exceptionnels autour de la pratique. Ça se passe la semaine du 18 décembre de 12h30 à 13h30. Pour avoir accès au lien Zoom, c'est très simple. Inscrivez-vous gratuitement sur thedaoproject.org si ce n'est pas déjà fait. Les liens sont ensuite disponibles dans votre espace membre. Je vous attends nombreux et actifs dans ces moments d'échange qui combineront donc discussion et pratique. D'ici là, si vous voulez échanger, n'hésitez pas à venir me poser vos questions sur le groupe Taoïsme Pratique. Le lien est dans la description de l'épisode. Je ne mords pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique, si vous en avez une.